Alors, je sais que la date coïncidait avec le Tilush Nati des enfants, donc c'était pas évident pour trouver des. Voilà, en tout cas, Toda Rabba d'être venu, Mechila pour le dérangement d'avoir. Mais dans Hachem, j'espère que ça va avoir le coup. Et voilà, donc là, c'est pas une première, c'est une deuxième. Mais voilà, en tout cas, ça nous permet aussi de vous faire découvrir à vos maris le Beth Midrash qu'on a mis en place maintenant depuis 3 mois. Et Bezrat Hashem, on espère pouvoir organiser encore plus de choses, toujours dans la Torah Bezrat Hashem, et pour que chacun en arrière puisse évoluer, il peut se trouver des attaches. Hein, on a tous fait l'Alia, c'est pour augmenter une Alia qui est Rouchani, une Alia qui est spirituelle. Donc Bezrat Hashem, on va essayer d'aider pour ça. Alors il y a, Baruch Hashem, beaucoup de gens qui sont associés à la Seouda. Donc on va le dire, donc ça va être Léon Nishmat, Hana Janine Batester, Léon Nishmat et Rivka Batflora. Également Lavdil Ben Chaim Lametim, pour remercier un miracle qu'il y a eu sur l'enfant Raphaël Eitan Ben Mayan et Ronit Bat Mayan. Ce sont des enfants qui ont eu un accident et Baruch Hashem, ils sont sortis indemnes. Également pour un miracle qu'il y a eu sur Gabriel Meir Israël Alexander Ben Rachel. C'est le fils de Rachel Rahab qui va venir nous raconter peut-être tout à l'heure pendant le repas l'histoire. Elle ne m'a pas raconté. J'ai le suspense aussi. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ok. Et pour la guérison complète de Meir Ben Messaouda. Alors, on va faire le cours avec deux parties. La première partie, on va faire des halachot. On va essayer bon, évidemment, Pessah, c'est quelque chose qui est très très long, qui est très dense. On va essayer de faire l'essentiel. Vous n'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis une deuxième partie, on va essayer de faire Bezrat Hashem qu'est-ce que c'est Pessah, comment les femmes doivent vivre Pessah, on va accentuer là-dessus. Comment la Torah, elle s'adresse aux femmes concernant Pessah, Bezrat Hashem. J'ai pas de montre. Alors si vous pouvez me dire quand il est 8h30, comme ça on passe à la deuxième partie. Merci beaucoup. Ok. Donc on démarre tout de suite. Le Chametz, vous savez qu'il y a 4 interdits pour le Chametz. D'accord? Il y a 4 mitzvot concernant le Chametz. Première mitzvah, Bal Yerae Bal Yimatzeh. Cette mitzvah-là, elle est, cette mitzvah-là, elle concerne l'interdit de posséder du Chametz. Alors c'est pas comme on pourrait traduire de voir du Chametz, il n'y a pas un problème de voir du Chametz. C'est un problème de posséder du Chametz chez soi. Et c'est pour ça que quand on va faire la Bdikat Chametz, on va essayer d'enlever tout ce qu'il faut pour ne pas posséder du Chametz. La question qui va se poser, c'est des fois j'ai du Chametz par exemple dans les médicaments, je peux avoir du Chametz dans les maquillages, etc. Est-ce que c'est un problème de balérer, balimatzé? On va le voir. Il y a un deuxième interdit que tout le monde connaît, l'autochlo Chametz. On n'a pas le droit de manger du Chametz. Ça, tout le monde le sait. Alors, concernant l'interdit de posséder, c'est 30 grammes de Chametz. C'est pour ça que si par exemple vous avez des miettes qui sont sous un canapé et qui ne font pas 30 grammes, alors là, il n'y a pas d'interdit de posséder. Par contre, manger, à filou be'alef lo batel. Ça veut dire que même si on mange une toute petite miette de chametz, on a fait un interdit. Peut-être des rabbanan, mais un interdit quand même. Et c'est pour ça qu'on fera une différence quand on va préparer, quand on va faire le ménage. Ça dépend qu'est-ce qu'on va faire. Si on va faire une chambre, on va nettoyer d'une manière, mais on sait que l'essentiel, c'est qu'il n'y ait pas un gros morceau, qu'on ne trouve pas un paquet de gaufrettes, etc. C'est ça qu'on va chercher. Et par contre, quand on va faire la cuisine, où là on sait qu'il y a une susceptibilité, que ça peut tomber dans un plat, etc. Là, on va rentrer dans le problème de manger, et là on va faire beaucoup plus attention, on va prendre beaucoup plus de précautions pour être sûr qu'il n'y ait même pas une petite miette qui va arriver dans un plat. D'accord? Donc c'est deux interdits différents. On a la mitzvah de Tishbotu. Cette mitzvah-là, c'est qu'on doit détruire le chametz. Donc là, c'est une mitzvah positive. Et toute l'abdika qu'on fait, c'est dans cette intention-là, d'arriver et de détruire le chametz. Et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs la bracha albiu chametz le 14 au soir, quand on va faire l'abdika chametz le soir, et quand on va brûler le chametz le lendemain. C'est la mitzvah de détruire le chametz, qui est une mitzvah différente. Et enfin, on a chametz she'avar à la Pessah. Les chachamim, ils ont fait un interdit supplémentaire, un quatrième. Ils ont dit s'il y a du chametz qui a dépassé Pessah, alors, et qui reste à la maison, et on le retrouve après Pessah, et bien ce chametz-là, on n'a pas le droit de le manger. D'accord? Les questions qui vont venir d'ici, ça va être par exemple, est-ce que je peux acheter du chametz chez le commerçant après Pessah? À la sortie de Pessah, je veux faire les semaines, je veux faire ce que vous voulez, du pain, des crêpes. Oui, mais est-ce que le commerçant, lui, son chametz, il a passé Pessah? Alors comment je peux manger son chametz? C'est assourd, parce que chametz, c'est avoir la Pessah. N'est-ce pas? Donc là, on a donné les grandes lignes, et on va essayer de développer. Donc déjà, la mitzvah de Tashbitu, de détruire le chametz, on l'a fait en 2 étapes.
première étape, c'est la bdika, donc c'est toute la recherche qu'on va faire, etc. Et deuxième étape, c'est quand on va annuler le chametz, le bitoul. L'annulation du chametz qu'on va faire avec la bouche, on va considérer que tout chametz qu'on a vu, qu'on n'a pas vu, hein, vous connaissez cette phrase, il faut la dire en français, on le considère comme rien. Alors tout le monde pose la question, mais pourquoi on se casse la tête à faire le ménage? Viens, on dit la phrase, c'est fini. Pourquoi on fait le ménage? Puisque on considère, tu vois une gaufrette, c'est pas grave, c'est de la poussière. J'ai dit que c'était de la poussière. Et la force de la parole. Et les Chachamim nous disent que l'essentiel de la mitzvah, c'est ça. Ça veut dire que c'est la bdika chametz, c'est supplémentaire. Alors pourquoi on se casse la tête à faire tant de ménage? La raison, c'est la suivante. C'est un problème de... vous savez que la Torah, elle donne des principes qui sont très forts, mais elle est aussi très sincère, la Torah. Est-ce que, imagine-toi, tu as une belle bouteille de whisky qui coûte 100 €, et tu l'as pas vue, et tu l'as laissée dans le placard. Et tu arrives à Pessah, et tu ouvres ton placard, et tu vois cette bouteille. Est-ce que vraiment tu considères ça comme de la poussière? Ou est-ce qu'en réalité, quand tu vas la voir, tu dis, ah, cette bouteille, j'attends encore 4-5 jours, et on va pouvoir la savourer. Mais alors, c'est pas de la poussière, donc tout ce que tu as dit, ça vaut rien. Donc ce qu'on dit, le bitoul, ça vaut, en réalité, aujourd'hui, c'est une précaution supplémentaire. Mais si, tout d'un coup, tu donnes une importance à quelque chose, c'est ce qu'on appelle archevé. Archevé, c'est qu'il a donné une importance à quelque chose, là, c'est fini. C'est du chametz. Et donc, à la seconde où tu le considères, il reprend sa forme de chametz, et tu rentres dans l'interdit de Ba'al Yerae, Ba'al Yematzeh, et donc de posséder du chametz. Donc c'est pour ça que Rami, ils ont dit non, on va tout éliminer, on va tout enlever, et en plus de ça, au cas où il y a quelque chose que j'aurais pas vu derrière un canapé, un machin, dans une poche d'un enfant ou quoi, je fais le bitoul, comme ça je suis couvert à 100% de ne pas avoir de problème. D'accord? Donc ça c'est l'importance du bitoul, l'importance de l'abdika. Voilà, maintenant, dans l'abdika aussi, il va falloir faire une chose comme on a dit. Alors, quand c'est toutes les chambres, etc., tout ce qu'on va chercher, c'est, on a dit, des gros morceaux de chametz. Maintenant, dans la cuisine, là on va rentrer peut-être dans les cachérisations de la cuisine, comment ça fonctionne. Dans la cuisine, il va falloir faire les choses vraiment à 100%. Pourquoi? Parce que, comme on a dit, même un goût de chametz, il peut être interdit. D'accord? Même s'il n'y a même pas de chametz lui-même, un goût de chametz. Donc, comment on va faire? Première chose, on va voir, par exemple, bon, le mieux, ça c'est sûr, c'est d'avoir une vaisselle de Pessah. Ça, c'est le plus simple. C'est ce qu'on conseille à chacun. C'est pas forcément très coûteux. On la garde d'année en année. Si on est bien organisé, en général, ça place à la cave. Et ça, c'est super. Maintenant, si on n'a pas de vaisselle pour Pessah, on a besoin, on a au Rabat, on a... Alors, comment on fait? Le lave-vaisselle, par exemple. Le plastique, oui, pour les assiettes. Mais après, il y a les casseroles, on va voir. Après, il y a l'électroménager aussi, on va parler d'électroménager. Alors déjà, le lave-vaisselle. La vaisselle, il faut savoir qu'il y a beaucoup... Alors, je donne... On ne peut pas l'utiliser à Pessah, je vous fais 2000. Alors... Déjà que tu es arrivé en retard, Marie, s'il te plaît. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, vous allez voir, il y a plein de sites internet, on vous donne des fiches avec, qui résument, etc. Parce qu'il y a beaucoup d'avis sur les questions. Et donc, vous pourrez trouver toutes sortes d'avis. Moi, je vais essayer de vous donner un petit éventail d'avis. Je vais vous donner après, là où on a l'habitude d'aller ou pas. Ce qui est du lave-vaisselle, la plupart sont méquilim, on peut l'utiliser. D'accord? Pourquoi? Parce que il faut... Non. Alors, pas pour ça. Ça c'est pas une raison suffisante. Mais il y a le mari qui peut aider. Hein, voilà, va au prochain. Et non, mais c'est quoi le problème du lave-vaisselle? C'est que, en fait, déjà, la base, le problème, c'est quoi? C'est que l'eau, elle est bouillante dans le lave-vaisselle. On est bien d'accord? Donc, quand elle va arriver, l'eau bouillante, elle va arriver sur du chametz, etc. Et ben, on craint que ce chametz-là, il va imbiber les parois du lave-vaisselle à chaud. Et donc, si je vais mettre après de la vaisselle cachère les Pessah, elle va absorber ce goût. C'est ça le problème. Alors, Rami explique une chose. Ça, faut retenir. Comment on cachérise? Kebolo, carpolto. Ça, c'est une phrase qu'il faut retenir. De la même manière que le principe, c'est que de la même manière que le chametz, il rentre dans les objets, de la même manière qu'il sort des objets. C'est exactement. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que mon chametz, comment il est rentré dans cette machine à laver? Par l'eau bouillante qui est venue. Et bien, c'est très simple. Je nettoie bien. Je fais toujours attention dans les caoutchoucs. Ça, c'est des trucs qu'il faut faire bien attention. Il y a souvent des miettes qui peuvent rester là-bas. Je nettoie bien les caoutchoucs. Je fais tourner le lave-vaisselle une fois à vide. Et c'est fini, puisque l'eau chaude qui est venue, elle a fait ressortir le goût qui aurait pu s'entrer dans les parois. Et avec le produit, c'est encore mieux. Pourquoi?
parce que le produit, ça permet de, même s'il reste un goût, ça s'appelle ce qu'on appelle Hametz Mouché. Hametz Mouché, c'est un goût, c'est un Hametz qui est immangeable. C'est un goût qui est devenu livgam, qui est plus un goût valable, on va dire, qui est pas bon. Et donc quand c'est un goût qui est pas bon, il n'y a aucun problème. Donc si en plus je fais avec le produit, là je suis super. À part ça, il y en a qui vont encore plus loin, pour ce qui est de Bassar Vechalav. Alors on n'a pas l'habitude de faire ensemble la lave-vaisselle de Bassar Vechalav, mais il y en a qui disent que même en réalité c'est pas un problème. Pourquoi? Parce qu'il y a le liquide, comme tu as dit, il y a le produit. C'est-à-dire qu'au moment où l'eau elle vient avec le produit. Et donc, ce qui va se mélanger, c'est avec du produit. Et donc, le produit, il invalide tout. Il n'y a plus de bassar, il n'y a plus de khalav, il n'y a plus rien. Et donc, c'est pour ça qu'on permet. Et en réalité, c'est la même chose pour Pessah. Donc, ça, c'est pour la vaisselle. Le micro-ondes. Alors, le micro-ondes, il y a un problème. C'est qu'aujourd'hui, les chachamim, ils disent, on ne sait pas exactement, parce qu'on a dit kebolo karpolto. Mais comment il est bolo? Comment le goût, il rentre dans le micro-ondes? Vu que c'est par des ondes, c'est pas clair. C'est pas par, ça chauffe pas vraiment. C'est froid un micro-ondes. C'est juste le plat qui chauffe uniquement. C'est pour ça que le micro-ondes, on ne l'utilise pas en principe pour Pessah. Parce qu'on a peur de ne pas savoir. On craint que si tu refais chauffer, on ne sait pas vraiment si tu vas arriver à l'enlever. Alors, je vais venir. Maintenant, ceux qui veulent quand même utiliser, je dis normalement, s'il y a un truc à avoir de Pessah, c'est le micro-ondes. Ça, c'est important. Maintenant, on a tout. On a tout, mais le micro-ondes Pessah, je ne savais pas. Ce qu'il faut, le mieux, c'est avoir le micro-ondes. Maintenant, si on ne peut pas avoir le micro-ondes, ou c'est trop tard, ou etc., ou c'est difficile parce que ça coûte cher, peu importe, alors il y a deux solutions. Première solution, c'est de le nettoyer à fond. Et après, les aliments qu'on va mettre dans le micro-ondes, on ne les met jamais ouverts. On les met fermés, dans un sac ou dans un tupperware fermé, etc., bien tout fermé. Ça, c'est une première solution. Deuxième solution, c'est ce que tu as dit, c'est qu'on prend un verre, on met du détergent dedans, on fait tourner, ça va faire de la mousse partout, ça va tout cachériser, et dans ce cas-là, on pourra permettre. Mais néanmoins, je vous dis, il y a beaucoup qui ne veulent pas utiliser le micro-ondes, encore une fois, parce qu'on n'est pas certain de savoir exactement jusqu'où le goût il est incorporé, comment il s'est incorporé. C'est une technologie qui n'est pas forcément compliquée, mais la manière dont c'est rentré, on n'est pas sûr. Pour ce qui est du... Ouais. Ouais. Donc du coup, tu utilises en tant que micro-ondes aussi. Ouais. Alors, il y a le problème du micro-ondes dessus. Donc, soit tu fais, si c'est compliqué comme on a dit à la fin, pour la solution qu'on a donnée à la fin, ou soit si tu as un... Ouais. Tu fais bouillir, voilà, avec de l'eau, du détergent dans le verre, tu mets un verre dans le micro-ondes, tu fais bouillir à fond, et tu vas voir, ça va déborder, ça va faire de la mousse partout, et bien sûr, bien nettoyer, au rabat. Et bien sûr, bien nettoyer avant. Donc ça, c'est le micro-ondes. Le four. Alors le four, il y a deux choses à distinguer. Il y a les parois du four, et il y a les plaques du four. Pourquoi? Parce que les parois du four, qu'est-ce que... Il y a aussi des grilles sur les côtés. C'est quoi ça? C'est là pour mettre le plateau. Oui, c'est une plaque. C'est pareil. C'est pas... Alors, j'ai pas le même four que toi. Ouais. Mais... Ouais. Alors, est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous posez directement les aliments? Non. Alors, c'est comme les parois. Vous allez comprendre pourquoi. On va essayer... L'idée, c'est aussi, pas que donner la crotte, c'est donner les principes, comme ça vous les connaîtrez bien et c'est plus facile à retenir avec ça. Donc, comment ça se passe? En fait, il y a le goût qui sort du chametz, par exemple les chalotes que je vais faire dans le four, elles vont sortir une vapeur et ce goût, il va s'imprégner autour. Ça, ce goût-là, il est facile à enlever parce qu'il n'a pas été pris directement de la chala. C'est un goût de chala, c'est pas la chala elle-même. Par contre, le plateau lui-même, où j'ai mis la chala dessus, alors lui, il a été mis en contact direct avec la chala, et là, c'est une autre manière. Donc tout ce qui est en contact direct, ce que je vais appeler les plateaux, mais si c'est autre chose, peu importe, ou ça peut être aussi des broches, etc., chacun ce qu'il va utiliser. Tout ce qui est en contact indirect, c'est simplement le goût, on va voir comment ça se passe. Donc ce qui est en contact indirect, le Rav va dire, il permet, sans problème, et beaucoup de rabbanim, uniquement de faire chauffer le four, après l'avoir bien lavé, pas utilisé pendant 24 heures, parce que le fait de pas utiliser pendant 24 heures, ça dénature les goûts qui pouvaient être à l'intérieur. On le lave bien, encore une fois, toujours attention, tout ce qui est caoutchouc, tout ce qui est... ça peut se cacher derrière. On lave bien, et on laisse chauffer pendant 1 heure. Ce qui demande pendant 1 heure, et là le four il est caché, oui. C'est obligé d'avoir le mode pyrolyse ou Non, pas obligé le mode pyrolyse. Pyrolyse, je vais venir après. Là, je pars chauffer à fond. Si c'est 250, 300 degrés, selon son four, chauffer à fond, ça suffit. Maintenant, les plaques elles-mêmes,
Le problème, comme on a dit, c'est qu'elles sont en contact direct. Et on a dit Kebolo, Karpolto. Donc comment on peut enlever ça, ce qu'on appelle un liboun. C'est liboun. Alors liboun, si vous avez déjà vu, il y en a qui font dans les rues, maintenant ils proposent. C'est un chalumeau, on fait sur la plaque, jusqu'à que la plaque elle devient tellement rouge qu'il y a des étincelles qui sortent. Et là, elle est cachère. Autant dire que la plaque, après, je ne sais pas à quoi elle va ressembler. Et donc le mieux, des nouvelles plaques. Des plaques de Pessar, ça c'est le mieux. Si j'ai pas les plaques de Pessar, on va faire une deuxième distinction. Ça dépend, est-ce que vous utilisez le Hametz directement sur les plaques, ou est-ce que vous mettez de l'aluminium ou un film sulfurisé. Voilà. Alors des fois, c'est pas grave. Des fois, ça c'est important ce que tu dis. C'est pas qu'on te dit pas que tu es sûr certain que jamais de ta vie il y a un morceau de challah qui a touché le four ou un morceau de schnitzel. C'est pas ça. C'est simplement que en général, ce que tu fais dans 70% du temps, on va dire, c'est avec toujours une feuille. Quand c'est ça, il y a beaucoup qui ne sont pas d'accord avec le Rav Ovadia, mais le Rav Ovadia il est Mekil. Pourquoi? Parce qu'il dit, ça fait écran. Donc si ça fait écran, c'est plus directement sur la plaque. Tout le monde dit, mais pas du tout, ça, ces trucs-là, c'est complètement, c'est poreux, ça laisse passer, etc. Et même qu'ils disent au contraire, l'aluminium, il va chauffer encore plus, il va donner encore plus. Le Rav Ovadia, il permet, donc c'est important de le dire. Alors comment on fait? Rav Ovadia, il permet comment? Il dit simplement, quand tu fais la même technique qu'on a dit de laisser le four chauffer pendant 1 heure, tu mets tes plaques à l'intérieur. Non, pas quand tu laisses chauffer. On n'a pas dit la pyrolyse. Chauffer seulement, on n'a pas dit la pyrolyse. Chaleur maximum. Chaleur maximum, bien nettoyé, 24 heures, ça c'est toujours les mêmes standards. Chaleur maximum. Exactement. C'est encore moins dur à l'anniversaire parce qu'il n'y a pas un filobatel BLF. Mais en tout cas. Avant. C'est-à-dire que pendant 24 heures, on n'a pas utilisé le four. Il faut que le four n'a pas été utilisé pendant 24 heures. Ça n'a rien à voir avec nettoyer. Nettoyer, tu nettoies quand tu veux. Tu peux le nettoyer 2 heures avant et le faire ensuite. Mais du moment qu'il n'y a pas eu de tramesse dedans pendant 24 heures. C'est ça l'idée. Si on va nettoyer, il reste des résidus, des miettes. Ces résidus-là, ils ne donnent pas de goût. Ils ont donné du goût à un moment donné. Un mardi, à midi, j'ai fait un schnitzel. Ça a donné du goût. Et bien jusqu'à mercredi midi. Ouais. Et après, qu'est-ce que j'ai? Exactement. Il n'y a pas de problème. Les plaques à chauffer à fond avec le four. D'accord? Et on peut les utiliser d'après le Rav Ovadia si, encore une fois, on n'utilise pas directement, sans recouvrir. Sans recouvrir. Il y en a qui permettent. Mais pas direct. En général, pas direct. Mais si tu as déjà mis, c'est pas grave. Ça compte pas. La manière. Non, même si tu as déjà mis, même si tu es sûr. Même si tu es sûr, mais c'est arrivé une fois parce qu'il n'y a plus de papier sulfurisé, tu dis, c'est pas grave, on va les mettre comme ça. Il n'y a pas de problème. D'accord? Ça, d'après on va dire. Maintenant, je vais donner des solutions qui sont mieux quand même, qui sont plus acceptées par tous. C'est la pyrolyse. Voilà, je voulais parler de la pyrolyse. Hein? Il est excellent. La pyrolyse, elle vient ici. La question, est-ce que la pyrolyse est considérée comme liboun ou pas? Beaucoup qui disent que oui. Et donc, il y en a qui mettent leur plaque dans le four, ils font la pyrolyse. Alors, il y en a que ça sort très bien, il y en a que ça sort mal. Je ne sais pas pourquoi, ça dépend des fours ou des plaques. Oui, tout. Mets tout dedans. Comme ça, c'est liboun gamour, le four, liboun gamour, les plaques, et on est tranquille. Voilà. Il y en a qui veulent dire que la pyrolyse, ça ne marche pas sur les plaques, mais encore une fois, on peut s'appuyer largement. Déjà qu'on avait dit que chauffer, ça aurait suffi, alors on peut s'appuyer largement. Voilà. Et il y en a encore une fois qui sont marmir, ce que tu disais, de couvrir avec l'aluminium en plus, pour dire comme ça, on se couvre. Pessar, c'est la fête des Khumrot. Hein, vous savez, on va en parler après un peu plus dans l'esprit de Pessar. C'est pas obligé. Donc Pessar, c'est la fête des Khumrot, donc vous allez voir, c'est pour ça que je dis dans les grilles, dans les tableaux, aussi, vous savez, quand on fait un tableau, on ne sait pas à qui on s'adresse. C'est pas comme un cours à l'oral. Les gens ne peuvent pas poser une question à un tableau. Et donc on fait attention à ce qu'on écrit parce qu'on ne veut pas que les gens se trompent après. Là, ils vont croire d'une manière ou d'une autre, donc on préfère être un peu plus marmire, mais être sûr que Chaz Veshalom, on ne fait pas pour faire quelque chose en résumé, on arrive à faire sauter les gens du présent. Donc ça c'est important. On a parlé, il y a des questions sur le four, ouais. Ouais, non pas sur le four. Est-ce que tu as parlé, peut-être j'étais pas là, la plaque à induction et la plata? Alors j'ai pas parlé encore, on en parle tout de suite. La plata, oui. Non. Non, on n'est pas obligé de démonter, pas du tout. Il faut juste bien laver, là on a accès. Ah.
Alors, s'il y a des miettes à l'intérieur, ça c'est autre chose. J'ai jamais... Et ça se démonte? Ouais. C'est compliqué. Alors oui. C'est vachement compliqué. Ah non, oui, alors excusez-moi. Si tu vois, moi j'ai jamais vu ça dans mon cours, mais si ça rentre là-bas, normalement il y a des caoutchoucs qui font que ça rentre pas, mais si ça rentre et qu'il est dans l'espace de vitre et que tu vois qu'il y a des miettes, oui, c'est vrai qu'il faut les nettoyer. Il faut le faire. Par contre, si tu le fais, n'oublie pas de te filmer quand tu démontes, parce qu'après, des fois, tu te rappelles plus comment monter. Ouais, parce que t'as trois différents. Vous avez des fours super performants. Vadaï que quand on voit du Hametz, il faut aller chercher. Ça c'est sûr que si ça peut rentrer facilement et tout, oui. Moi mon four, c'est impossible que ça rentre dans le... Il n'y a même pas, je crois, d'espace entre les vitres. Donc, il y en a qu'il faut le faire si tu vois qu'il y a du Hametz là-bas. Pour les plaques à induction et les platotes. Si tu le dis, Ouais. naturaliste, genre un petit spray de Oui, mais comment tu sais que ça va rentrer dedans? Moi, c'est assez épais, par exemple. Ouais. Est-ce que je peux mettre un petit spray sans... Oui, mais ça suffit pas. Peut-être qu'il y a des miettes, ça va pas. Je l'ai fait une fois, je l'ai jamais qu'à la trace comme ça. Du coup, j'étais pas faire. Non, vas-y, Imagine moi qui a des miettes. Concrètement, elles vont jamais être en contact avec ta nourriture. Il y aura le goût? Et le goût des entre deux verres. Oui, mais si la miette elle est rentrée, à plus forte raison que la vapeur, enfin, ça peut sortir. Le goût il peut sortir. Si déjà la miette elle est rentrée, comment elle est rentrée? C'est qu'il y a des espaces. Donc quand tu vas chauffer, le goût de ces miettes-là, il va se propager dans ce que tu fais. Tu ne peux pas espérer que quelque part ta miette elle a plus goût. Bah, si elle est brûlée, je sais pas comment ça marche, mais si j'ai jamais vu ça moi, des miettes dans les vitres, donc je sais pas exactement de quoi on parle, mais si tu fais ta pyrolyse et que tout est noir à l'intérieur et brûlé et calciné, oui tu as raison. Mais si ça reste des miettes marron, non. C'est normal, ça peut toujours donner du goût. Une miette elle donne du goût. D'accord? Il est quelle heure? 25. Waouh! Ok, on n'a pas fait le quart de ce que je veux déjà sur la faute. Alors, ça va. Non! Bon, mais je vous ai dit, de toute façon, on ne peut pas tout faire. J'en profite. Il y a un groupe, si vous voulez, on peut poser des questions. Si vous voulez me rentrer, si vous voulez poser des questions pendant Pessah, vous n'hésitez pas à m'envoyer. Je ne réponds pas forcément dans la seconde, mais je réponds dans la journée. Donc avec plaisir. Bon, de toute façon, il y a beaucoup de rabbinim qui proposent aussi des WhatsApp et tout. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Mais en tout cas, moi, ça ne me dérange pas si vous voulez m'envoyer des messages. Donc pour les vitraux céramiques et les platotes, il faut savoir qu'il y en a beaucoup qui posent la vitrocéramique. Il y en a C'est différent de l'induction. c'est pareil. Induction, c'est pareil. Là où c'est pas pareil, c'est pour les trucs à gaz, les trucs noirs, là, machin. Voilà, tout ce qui est vitraux et tout ça, je pense qu'on a tout ça maintenant. D'après un an, toujours pas. Ouais, la vieille école. Voilà. Tout ce qui est vitraux, il n'y a pas de problème, c'est considéré comme du verre. Et pour les Sfaradim, c'est très simple parce que le verre, il est considéré comme n'absorbant pas. Donc nous, on peut d'ailleurs, même si vous voulez avoir une vaisselle qui est valable, Khalav, Pessah, Bassar, tout, vaisselle en verre. Vaisselle en verre, vous les sortez quand vous voulez, pour les Sfaradim, il n'y a aucun problème. Mais attention, il ne faut pas... Hein? Oui, même s'il y a des rainures, même s'il y a tout ce qu'on veut. Et même ce qui est en pyrolex aussi également, ça peut être utilisé pour tout. Pour les ashkénazim, attention, c'est l'inverse. Le verre n'est pas cachérisable. Donc pour les ashkénazim, sauf ce qui est en pyrex. Non, si c'est en verre, tu peux. Il n'y a pas de problème. Oui, bah à partir du moment où c'est lavable, si on a accès, oui, bien sûr. Tu peux pas griller un peu les feux, allumer la vide. Alors, quand même, ce qu'on fait, on lave évidemment, avec le détergent, on fait en dessous la plaque, etc., on enlève tout. Et si on veut faire les feux, mais les feux, c'est pour ce qu'elle comme elle a Ève. C'est pour ça qu'on dit tu laisses brûler pendant 1 heure. Les plaques, c'est pas la peine. Alors, l'eau bouillante. L'eau bouillante, c'est le petit plus qu'on va utiliser dans toute la cuisine, dans les trucs qu'on va pas, on ne peut pas faire autre chose. C'est ce qu'on appelle irouille. Irouille, ça veut dire que on va faire chauffer, en fait, la gala, je voulais en parler, mais on va en parler très vite. La gala, c'est quand on fait directement dans le premier keli. Hein, quand on va mettre par exemple une fourchette dans une casserole qui bout. Ça, c'est la gala pour cachériser la fourchette. Et par contre, quand on peut pas, eh ben, il y a irouille. Irouille, c'est qu'on prend une bouilloire qu'on a fait bouillir à fond. Et là, on verse. D'accord? Donc, c'est pas aussi chaud que dans la casserole, mais ça marche aussi. Donc, effectivement, c'est une khumra qu'on peut faire aussi, de faire irouille sur les plaques. Oui, c'est une khumra. Ouais. Est-ce que tu sais, quand tu verses l'eau, des fois ça passe en dessous et ça. Alors en dessous, tu peux lever. Non, mais ça
Ah, ça éclate tout, ouais. Alors oui, si ça abîme. Avec, comme ça mère, il y a rien à faire. Et pour le gaz, du coup, Alors pour le gaz, il faut laisser chauffer. Le problème, c'est que ça se cachérise pas à part au liboun. Parce que la flamme, elle fait rentrer, il y a des fois des pâtes qui tombent, etc. Donc c'est vraiment du chametz. Donc on fait chauffer pendant 1 heure à fond avec le gaz, et ensuite on recouvre tout d'aluminium. Et avec un aluminium épais, pas les aluminiums 1. j'allume le feu à fond 1 heure et après, je mets de la Et après tu mets l'aluminium partout. Voilà. Ça, le gaz, c'est un peu plus compliqué. Oui. Alors l'évier, on y va, on va faire dans l'ordre que vous voulez. Alors juste avant l'évier, la plaque, la plata. La plata, le problème, c'est que souvent il y a des épaisseurs qui restent sur la plata. Hein, c'est pratiquement impossible à enlever. Alors le Rav Yitzhak Yosef, il dit qu'on la laisse brancher pendant 1 heure, ça suffit. Voilà. Maintenant, alors non, il dit sans couvrir. Yacout Yosef sans couvrir. Non, non, je vous ai dit, non, attention. Il faut pas, non, c'est pas, laissez-moi finir. Il faut connaître les choses, c'est pourquoi. Parce que déjà, il faut savoir, quand il y a des gens qui veulent démarrer, etc., il faut savoir où est-ce qu'on est dans le permis et l'interdit. Et ça permet de faire les choses en état de conscience, en se disant, j'ai fait les choses comme il faut, j'ai pas peut-être fait l'aluminium, ce qu'on veut, mais j'ai fait comme il faut, et donc je sais cacher les pessards. Donc c'est important. Maintenant, pour vous qui avez l'habitude de faire des chromates, il ne faut surtout pas les arrêter. Il faut faire au mieux quand. Voilà. Mais il faut connaître où il est le truc. En tout cas, le Yacout Yosef, il est clair. On peut laisser uniquement brancher, chauffer, et c'est caché. Il faut bien sûr bien nettoyer. Ça, je vous l'ai dit à chaque fois, c'est une constante, bien nettoyer avec des produits de détergent. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il y a des épaisseurs. Il y a beaucoup qui disent, même si c'est vrai que c'est du chametz qui ne se mange pas, etc., ça peut être problématique. Donc, rajoutez l'aluminium. On rajoute l'aluminium, on est tranquille, c'est pas grand-chose. Et l'aluminium toujours épais. Si vous prenez l'aluminium le gros là que vous achetez chez Maxstock, parce que le fin il sert presque à rien. Ça c'est pas. Oui. Après, oui pardon. Moi j'ai une question. Il y a des gens pendant Shabbat pour faire chauffer les chalotes, ils les mettent au-dessus du koum-koum. Razak. Et donc du coup. Le koum-koum, il faut en avoir un pour Pessah. Il faut un pour Pessah. C'est un cache. Enfin, il faut faire un liboun, mais si tu fais un liboun sur son koum-koum, il va fondre. Donc c'est un cachérisable. Si on met les chalotes sur. Ça vient du principe que ça a été comment aspiré ça a été chauffé directement avec la chala. Mais si les chalotes elles étaient dans l'aluminium sur le four. Eh ben alors il faudrait faire chauffer 1 heure dans ton four. Ça revient à ce qu'on a dit, même le Ravodia qui permet, c'est comme les plaques de ton four à ce moment-là. Ça devient comme les plaques de ton four. Et si tu mets chauffer ton koum-koum 1 heure dans ton four, c'est pareil, tu ne vas pas le retrouver. Donc le koum-koum, il faut, en plus ça coûte pas cher, donc c'est pas un problématique. Si vous faites ça, il faut un pour Pessah et un pour la semaine. Moi j'ai une mini question parce que tu peux pas aborder la gala. Quand tu fais la gala, la casserole que tu utilises pour tremper les trucs, c'est une casserole de Pessah ou une casserole de... Non, pas forcément. Il faut que c'est une casserole qui n'est pas utilisée pendant 24 heures et qui soit propre. Voilà, c'est tout. Pour la gala, alors juste avant la gala, tu avais demandé pour les éviers. Les éviers, il faut savoir qu'il n'y a même pas besoin de les cachériser, de base. Parce que les éviers, alors réfléchissez. Comment le chametz il peut rentrer dans l'évier? Voilà, c'est du chametz qui est fait la plupart du temps à moins de 40 degrés, sauf celles qui font très chaud comme ma femme, elle, où tu mets la main, tu te brûles. Je ne sais pas si vous faites toutes comme ça. Mais en général, c'est moins de 40 degrés, donc déjà ça rentre pas. Et en plus, c'est avec du pec vaisselle, etc. Donc c'est du chametz qui est noukché, c'est du tam qui est ligam. Donc comme on a dit au début, maintenant il y en a quand même qui font irouille, ouais. Tu fais bouillir des pâtes, tu jettes l'eau. Alors l'eau c'est pas du chametz. L'eau c'est du goût de chametz. C'est pas du chametz. Hein? Alors, les pâtes qui tombent, elles ne sont pas dans un kéli. C'est quoi la différence entre l'évier et ta casserole? C'est que ta casserole, ce qu'on appelle un kéli, ça cuit dedans en permanence, c'est en train de chauffer. Ton évier, déjà quand tu as enlevé tes pâtes de la casserole, elles n'ont déjà pas le même statut que dans la casserole. Elles ont déjà perdu beaucoup de degrés. Et l'évier, il devient un kéli. C'est comme dans Shabbat pour faire le thé, etc. Ça devient un kéli. Donc un kéli, on peut le cachériser beaucoup plus facilement. Mais en plus, en général, comme tu as dit, c'est une pâte ou deux qui tombent. Personne ne met ses pâtes dans l'évier comme ça. Comme c'est quelque chose qui est anecdotique, comme l'histoire avec le papier, ça compte pas. Ce qui compte, c'est l'utilisation principale. Et donc, c'est l'eau. L'eau, c'est le goût du chametz. Et le goût du chametz, eh ben, après 24 heures, il n'existe déjà plus. On lave bien et c'est bon. Néanmoins, c'est toujours bien de faire irouille. Voilà, comme on fait irouille, donc avec la bouilloire, ça permet, au cas où
même ceux qui voudraient dire que quand on a mis une seule fois une pâte un jour dans notre vie, alors on le fait comme ça permet d'enlever. Et ceux qui sont encore plus mahmir, c'est aussi très bien de mettre une bassine, ceux qui veulent. Il y a des bassines qui sont vendues exprès pour ça. Encore une fois, dans Pessah, il ne faut pas négliger non plus les khumrat. Il ne faut pas dire des choses qui sont permises, leur dire qu'ils sont interdites. D'un côté, ceux qui font les khumrat, savent que ce n'est pas pour rien, il ne faut pas négliger non plus. L'évier, n'importe quelle matière. N'importe quelle matière, même quand il est fait en grès. Le grès qui est incachérisable, pour l'évier, ouais. Le grès il est incachérisable, mais comme c'est l'évier, c'est pas une assiette, c'est pas pareil. Une assiette, on va mettre les pâtes directement, on va mettre le schnitzel directement. Ça, c'est autre chose. Les plans de travail. Jusqu'à la preuve du contraire, on ne fait pas cuire notre hametz sur notre plan de travail. Donc le plan de travail, il suffit de bien le laver. C'est pareil. Ceux qui veulent être mahmir, on fait rouille. Ceux qui veulent être mahmir, on rajoute. Il y en a qui rajoutent un goumi, ce que vous voulez, un aluminium pour avoir une cuisine voilà, fashion. Mais voilà, donc en tout cas, chacun comme il veut. Mais il faut savoir que le plan de travail, c'est pareil. La table où on mange dessus, c'est comme le plan de travail. Il y en a qui font rouille quand même, parce qu'on mange quand même des choses dessus, etc. Il suffit de bien la laver. Les nappes, il faut les laver. Et on arrive déjà à ce qu'il faut. La table, on n'est pas obligé de la recouvrir. Encore une fois, il y a des khumrat qui vont la recouvrir, mais on n'est pas du tout obligé. Il n'y a pas de chametz bouillant qui va sur la table, il est dans une assiette. Alors le plan de travail, on a dit, il faut bien le laver. Faire attention par contre si vous avez des plans de travail en bois avec des fissures. Ça, il faut vraiment les couvrir. Ça, c'est plus une khumra, c'est nécessaire. Parce que ce qui rentre dans la fissure, on ne peut pas le voir. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc sinon, bien le laver. Ce qui est mieux encore, faire irouille, donc avec la bouilloire. On fait passer l'eau chaude comme ça. Et encore mieux le recouvrir. Ok? Bon, alors, je crois que les hommes, ils ont presque fini. Donc on va... Vous avez fini déjà? Ah, c'est trop tôt. 15 minutes encore. Alors, fais un cours. 15 minutes. Commencez à ranger les tables et tout, 15 minutes. Alors aussi, comme je vous ai dit, les Hachem, on peut pas parler de tout. Je vous dis pour les maquillages. Les maquillages, c'est du chametz qu'on appelle noukché, donc qui n'est pas mangeable, donc on peut les garder. Néanmoins, il y en a qui sont mahmir pour le rouge à lèvres, comme quand même c'est en contact avec la bouche, donc d'avoir un rouge à lèvres qui cache les pessards. Et il y en a qui sont, voilà. Et il y en a qui sont mahmir. Voilà, tout ce qui est médicament également, tout ce qui est médicament qui a du goût, les pastilles, machin, si c'est pas caché à l'épaisseur, c'est assourd, c'est comme un bonbon. C'est à dire qu'on n'est pas obligé de les... Si, bien sûr. Si, faut les vendre. Parce que tu possèdes du chametz. Non, c'est tu font trier les médicaments. Bah oui. Mais non, bah tu prends. Alors, regarde, t'achètes les médicaments cachés à l'épaisseur, et les autres tu mets dans la bassine, tu mets dans ton truc que tu vends et c'est fini. Voilà. Pour les... Alors, ce qu'on a dit, les médicaments qui ont un goût. Les pastilles, de l'isopaïne par exemple. Voilà. L'isopaïne, je ne sais pas si c'est caché à l'épaisseur ou pas, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un goût. Donc si c'est pas caché à l'épaisseur, on ne peut pas le garder. Donc ce qui est un peu de goût, c'est pas grave pour les enfants? Le sirop? Alors, il faut voir le doliprane pour les enfants. Est-ce qu'il n'est pas caché à l'épaisseur? Je ne sais pas. Oui, c'est interdit si... Bon, c'est à Revet Chametz. Il faut voir s'il y a un équivalent. Est-ce qu'il y a des équivalents cachés à l'épaisseur? Je ne sais pas si elle peut-être elle doit savoir. Voilà, t'as la liste. Bon, voilà. Bon, il y a des listes. Les Hachem, donc il faut prévoir et puis sinon vous allez chez elle. Alors, les parfums, le problème du parfum, c'est qu'il y en a qui disent que il vaut mieux pas les garder les parfums. Il y en a qui disent qu'un alcoolique qui est vraiment en manque, il pourrait boire du parfum. Donc ils disent c'est buvable, c'est peut-être pas buvable par un chien, mais c'est buvable par un alcoolique. Donc il y en a qui disent qu'il y a un problème, mais les ratrilas, on peut garder quand même. Mais il y a lieu d'être marmière sur les parfums. Bon, ouais. Tu sais, les barquettes en aluminium, oui. Elles sont déjà sous blister. Est-ce qu'on peut les utiliser ou faut en acheter des cachets à l'épaisseur? J'en ai vu des cachets à l'épaisseur. Il n'y a aucun problème avec barquettes en aluminium. Pourquoi ce serait pas caché à l'épaisseur? Non, parce qu'ils en vendent. Des cachets à l'épaisseur. Donc je me suis posé la question, il faut que j'achète le cachet à l'épaisseur ou est-ce que je peux utiliser les miennes qui sont déjà sous blister? Je sais pas pourquoi ce serait un problème. J'ai jamais entendu qu'il y a un problème avec les barquettes en aluminium. A priori, si c'est de l'aluminium, c'est de l'aluminium. Tout ce que vous pouvez acheter avant Pessah, vous savez que ce qu'on a dit que ça ne s'annule pas dans 1000 fois, c'est uniquement pendant Pessah. Tout ce que vous pouvez acheter avant Pessah, le sucre, le café, machin, même si c'est pas caché à Pessah, c'est pas un problème. Il ne faut pas le dire aux commerçants, parce que même s'il reste un grain de blé que ça n'a pas été vérifié, comme c'était avant Pessah, il y a un problème de réserve énorme, mais je ne peux pas entrer dans les détails maintenant. Je finis.
Les épices, oui, tout ce qui est ouvert, parce qu'on met sous la vapeur des pâtes, machin, etc. Donc tout ce qui est ouvert, on laisse de côté. Voilà. Je finis en... Ouais. Le dentifrice, il faut cacher les Pessah, parce qu'il a un goût. Ouais, parce qu'il a un goût et donc c'est agréable. La Gemara, elle nous dit comme ça. Vous savez que Pessah, on appelle ça comment? Zman Cherutenu. Zman Cherutenu, c'est le temps de la délivrance, le temps de la liberté. Déjà, Zman, c'est quoi? La question qu'on pose, on est là, comment ça se fait qu'on fête un événement qui a 3000 ans? Alors en 2 mots, il faut savoir que lorsqu'on vit un événement, cet événement il reste gravé dans le temps à la date où il est arrivé. Et quand c'est un événement qui devient public, un événement qui devient klali, alors il devient gravé non seulement pour ceux qui le vivent, mais également pour leurs descendants. Pessah, Dieu il a gravé la liberté dessus en nous délivrant. C'est pour ça qu'on sait que Mashiach il peut probablement arriver à Pessah. À vous de graver cet événement pour qu'il soit pour votre famille et vous un événement qui soit toujours un événement de liberté. Il faut agir. Il faut agir, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans la Torah, il y a le principe de Kherut. On a dit Zman, il y a Kherut. Kherut, c'est la liberté. La liberté, ça veut dire le choix. Quelqu'un qui n'est pas libre, c'est quelqu'un qui n'a pas le choix. Des fois, on peut être très heureux de ne pas avoir le choix. Quand on arrive quelque part, il faut choisir. Là, on commence à dire, on a peur de quoi? On a peur de se tromper. Donc, le choix, il implique la responsabilité. Et ça, c'est notre responsabilité à nous tous, Pessah. C'est ça la liberté. C'est de faire le jour de Pessah un jour de liberté. Comment on fait? Eh bien, qu'est-ce qui fait qu'on est prisonnier le reste de l'année? Le reste de l'année, c'est que Mitzrayim, c'est la lettre de Metzarim, c'est les contingences, c'est les limites. Le reste de l'année, on est prisonnier de nos limites. Mais pourquoi je ferais ça? C'est trop difficile. Mais attends, mais il m'a dit ci, il m'a dit ça. Est-ce qu'il faut vraiment que j'agisse comme ça? Toutes les limites qui vont arriver, il y a des limites qui sont positives. Ce sont les limites de la conscience, ce qu'on appelle la Hirat Hashem. Hirat Hashem, c'est quand ma limite, c'est que je me dis, est-ce que Dieu il serait content que je fasse ça ou pas? Est-ce que je fais ça pour le bien ou pas? Quelle est mon intention véritable? C'est ça la question qu'on se pose à Pessah. Dans tout ce que je vais faire, je vais utiliser ma liberté des Shem Shamaim. Les Shem Shamaim, ça veut dire que je vais arriver à tout faire pour Dieu. Et quand je fais tout pour Dieu, je suis libre. Il n'y a plus rien qui m'arrête. J'ai plus peur de rien. J'ai pas peur des gens, j'ai pas peur des sous, j'ai peur de rien, puisque mon intention elle est pour Dieu. Mais quand je suis lié avec quand Dieu c'est mon associé, de quoi je peux avoir peur? De qui je peux avoir peur? De personne. Donc à partir du moment où je vais vivre ma liberté, en étant toujours dans mes actions les Shem Shamaim, alors là je vais arriver à une liberté totale. Vous savez que Pessah, c'est un événement qui est temporel. Et ce qui est temporel est antinomique avec la femme. Pourquoi? La femme, on dit qu'elle est Ptoura de toutes les mitzvot chez Asvan Grama. Pourquoi? Parce que la femme, elle ne peut pas se fixer une limite dans un temps. Elle est trop préoccupée par sa famille. La femme, elle est appelée Baït dans la Gemara. Elle est appelée maison. C'est-à-dire que la maison entière, elle tient sur la femme. Donc la femme, elle ne peut pas se permettre de dire, attends, stop, c'est mincha, je vais m'arrêter. Attends, mais non, la femme, c'est pas grave. La femme, elle est plus dans le cycle temporel. Alors comment ça se fait que la femme, elle doit faire ça? La Gemara, elle dit, Af en ayu beoto anes. Elles aussi, elles étaient dans le miracle. Je vais vous lire un Rashi qui est magnifique. Il dit comme ça, Kedem rinan be sachar nashim tzedkaniot beoto ador nigalu vechen gabe mikra megila nami vechem vechanouka. C'est grâce à ces femmes tzedkaniot que dans cette génération-là, ils ont été délivrés. Grâce à qui on a été délivrés à Pessah? Grâce aux femmes. Grâce à qui à Purim? Grâce aux femmes. Grâce à qui à Hanouka? Grâce aux femmes. Grâce à qui on sera délivré? Grâce aux femmes. Vous avez une responsabilité qui est bien plus grande que celle de vos maris. Parce que c'est vous qui amenez la délivrance. Comment vous amenez la délivrance? La femme, elle a, on sait très bien, tout le monde en rigole aujourd'hui, mais elle a des défis qui sont incroyables. On lui demande à la fois d'être un homme et à la fois d'être une femme. On lui demande de travailler, on lui demande de faire attention à elle, on lui demande de s'occuper des enfants, on lui demande d'être des fois une femme de ménage, on lui demande d'être ingénieur en stock, de gérer, de faire les courses. On arrive à un moment donné, et l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il aide. Il aide, ça veut dire que c'est pas son problème. Ça veut dire que s'il le fait, il est sympa, s'il le fait pas, alors dire mon mari il est sympa, il m'aide. D'accord, mais comment on s'en sort? Eh bien la femme, n'ayez pas peur. La femme, elle a tout ce défi-là, mais elle a la force qu'il faut. Parce que comme on a dit, c'est grâce à elle qu'on va délivrer. Mais comment on active la délivrance? Oui. Exactement. On parle avec Hachem. Mais parler ne suffit pas. C'est très bien. Il faut parler, ça permet de créer un lien.
Mais après, une fois qu'on a créé un lien, il faut agir. Et ça, la femme, elle doit agir. La femme, elle a la assiette dans ses mains, et c'est elle qui va donner le ton à la maison. C'est elle qui va donner le chinour. Alors, ça ne veut pas dire que c'est à cause d'elle quand ça se passe pas bien. Mais ça veut dire que la femme, elle ne doit plus avoir peur de tout ça. Les femmes, le problème, c'est ce qui va vous emprisonner. Ça va être le ressenti, ça va être le manque de confiance en soi, ça va être les disputes qu'il y a pu avoir avant avec le mari, etc. La femme, elle est dans une situation où, comme on dit, Bishvili Nivra Olam. C'est qu'on dit que le monde, chacun doit dire le monde, il a été créé pour moi. Et ça veut dire quoi le monde, il a été créé pour moi? Je finis avec cette histoire. Il y avait 2 synagogues l'une en face de l'autre, une de riches, une de pauvres. Celle de riches à Simchat Torah, ils faisaient une folie. Et celle de pauvres à Simchat Torah, les pauvres, ils n'avaient pas de whisky, de vodka, ils n'avaient rien à boire. Et donc ils ont dit, on en a marre d'être, nous aussi on veut kiffer à Simchat Torah. Bon, on danse et tout, mais allez, j'ai une idée. Regarde ce qu'on va faire, on va mettre un tonneau. Chaque Shabbat, on ouvre tous une petite bouteille de vodka, machin, même si c'est une petite. Ce qui reste, on l'amène après Shabbat, on la met dans le tonneau. Et à la fin de Simchat Torah, on aura quelque chose et on partagera tous ensemble. Et tous les fins de Shabbat, Motzei Shabbat, on les voit, ils arrivent, ils versent, chacun verse on voit un petit verre, un petit truc, une fond de bouteille. On arrive à Simchat Torah, tout le monde est là, on va pouvoir, nous aussi, avoir du mashké comme on dit. Ils ouvrent le tonneau, font un verre, font le kiddush, les chaïm, c'est de l'eau. Makara. Tout le monde se regarde et tout le monde comprend. Chacun s'est dit, bon, j'ai pas trop. Si je mets de l'eau, tout le monde va mettre du whisky ou du vodka, ça va pas se voir. Et ils se sont tous dit la même chose. C'est ce qu'on dit quand c'est l'inverse de quand Israël a révim Zélazé. Ah, c'est que c'est fini. C'est une minuterie. Il faut demander à Menachem. 2 minutes, on a fini. J'étais d'accord. Et donc c'est ça que l'Israël. Quand on est quand on arrive à un moment donné, on se dit non mais ça peut être l'autre. Non, il faut savoir une chose, qu'un juif, il est écrit dans la Gemara, il est grand un juif, parce que chaque fois qu'il fait une bonne action, il fait une bonne action pour lui et une bonne action pour le monde. Chaque fois qu'il fait une mauvaise action, il entraîne le monde avec lui dans sa déchéance. Donc on a une responsabilité énorme, et vous encore plus. Et c'est pour ça qu'il faut avoir peur de rien. Il faut se dire que chacun, ce qui se passe autour de nous, on sait qu'aujourd'hui on a des événements qui sont difficiles, ça dépend de chacun, pas de l'autre. Pas du rave, pas de ma copine qui est une grande sadéquette. Ça dépend de chacun de prendre sur soi pour pouvoir se dire, moi, je peux sauver, moi je peux faire gagner la guerre à Israël. Moi, je peux par mes actions, par mes intentions, par mes retenues quand il faut, je peux faire gagner la guerre à Israël. Il y a l'histoire du Rav Amos, je ne sais pas si vous connaissez Natania, et aujourd'hui il est dans un état pratiquement léthargique, et il y en a beaucoup qui ont dit de lui, mais je l'ai vu, des soldats, je l'ai vu il m'a sauvé, il m'a tiré. Et il y en a beaucoup des rabbins qui disent qu'aujourd'hui c'est lui qui maintient l'état d'Israël en vie Dieu préserve par ses souffrances, donc ça c'est une chose à part. Mais en tout cas, chacun, Bishvili Nivra Olam, ça ne veut pas dire, regardez, c'est moi, c'est grâce à moi que le monde y tient. Non, Bishvili Nivra Olam. Et donc pour ça, tu as une grande responsabilité. Et pour ça, il faut que tu te mettes à fond. Et il ne faut pas avoir peur de réussir. Il ne faut pas avoir peur dans la Torah. Qu'on va faire pour la Torah, qu'on va faire pour Akadosh Baruch Hu, qu'on va faire pour le shalom d'Israël, qu'on va faire pour ses amis, quoi qu'il arrive, il y a Slacha qui va avec. Et peu importe le résultat, on est toujours dans le bon chemin, donc on peut être que glorieux. Hazak ou Baruch.